L'information de 23 h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Les ambassadeurs d'Espagne et de Turquie reçus ce mercredi au palais de la présidence de la République. Ils ont échangé avec le vice-président sur la coopération qui existe entre leur pays et la Côte d'Ivoire et également des moyens de la renforcer. Nous parlerons de la météo. Les mois de mai, juin, juillet et août sont marqués par d'importantes précipitations. Le gouvernement présente ces mesures engagées pour éviter des drames, la construction des ouvrages de drainage, d'assainissement et la sensibilisation pour la libération des sites à risque. Un message réitéré. Et Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, participe les 23 et 24 juin à la 28e Assemblée régionale de l'Afrique de l'APF. C'est à Rabat, au Maroc. Cette assemblée examinera des sujets intéressants, la démocratie, l'économie, la santé et également la population. Bienvenue dans ce 23 h. Deux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire présentaient ce jour leur civilité au vice-président de la République, Konéti Moko Meilier. Il s'agit des ambassadeurs d'Espagne et de Turquie. L'état de la coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire et les moyens de renforcer cette coopération par des accords dans différents secteurs ont été évoqués. Voyons le point de Jérôme Kofi Aboula. Tous les deux, ils sont des diplomates. Ce mercredi au palais présidentiel, ils ont successivement été reçus par le vice-président de la République, Tiemoko Meiliet-Koné. Le premier qui a échangé avec le vice-président s'appelle Rafael Soriano Ortiz. Il est l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. J'ai profité de l'occasion pour exprimer au vice-président l'engagement espagnol avec la Côte d'Ivoire. Nous avons mentionné l'importance du volet économique et commercial. La situation ces dernières années a beaucoup amélioré, mais nous sommes convaincus qu'il existe toujours un marge d'amélioration très important qu'il faut certainement saisir. À l'instar du diplomate espagnol, l'ambassadeur de la Turquie en mission en Côte d'Ivoire s'est aussi entretenu avec le vice-président de la République. Le renforcement des relations entre les deux pays a également été évoqué. Nous avons saisi donc cette occasion pour justement réitérer notre volonté de voir la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie être relancée et aussi pour dire à son Excellence qu'il était important d'accroître les relations commerciales et surtout l'investissement dans votre pays de la part de nos investisseurs. Pour les diplomates turcs et espagnols, leur visite à Tiemoko Meiliet-Koné constitue des prises de contact visant notamment à le féliciter dans ses fonctions de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous revenons sur cet autre point de l'actualité ivoirienne, la météo. Les fortes précipitations enregistrées ces dernières 48 heures ont fait des dégâts considérables. Le gouvernement ivoirien a pourtant entrepris différentes actions couplées d'une campagne de sensibilisation à quitter les sites présentant des risques pour les populations. Une stratégie expliquée hier par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité à la tribune du CICG. Le commentaire de Grace Kando. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, invité du Centre d'information et de communication gouvernementale dans le cadre de la tribune Tout savoir sur. Le directeur de cabinet du dit ministère a présenté les actions menées en vue de réduire les effets néfastes des pluies depuis 2014, dénommées pré-saison des pluies. Le gouvernement a entrepris la construction des ouvrages des drainages et d'assainissement dans le Grand Abidjan. Des travaux des canaux primaires d'eau pluviale un peu partout. Il y en a qui sont achevés. Nous pouvons noter Yopougon, Kimi, à Cocody, Rivera et le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a été donc instruit de procéder à la libération des zones à risque, sans délai, d'effectuer des travaux dits de pré-saison de curage des ouvrages d'assainissement, de réaliser des travaux de sécurisation et d'embellissement des zones de guépis pour éviter d'éventuelles recolonisations et de réaliser des ouvrages neufs. L'invité de la tribune, Tout savoir sur, s'est aussi prononcé sur l'opération de déguerpissement initiée par le gouvernement.
L'objectif général visé reste la préservation des vies humaines lors de cette saison des pluies. Et plus spécifiquement, il s'est agi notamment d'informer et sensibiliser les populations sur les dangers de mort, d'évacuer les zones à risque identifiées, de sécuriser ces zones déguerpies pour éviter leur recolonisation. Il convient d'indiquer que le travail d'identification de ces zones à risque a été mené en collaboration avec tous nos partenaires. Nous demandons aux populations de quitter les zones à risque. Selon le directeur de cabinet du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Drissa Diomandé, avant le début de l'opération de déguerpissement, 4000 ménages ont reçu des mises en demeure de libération des sites et définir un périmètre de sécurité de 15 à 20 mètres autour de ces zones. Voilà un message de sensibilisation réitéré également par le directeur de la Sodexam, Jean-Louis Moulot. Il était présent sur le journal de 20h. Un extrait de son intervention. Nous sommes face à des phénomènes climatiques extrêmes sur les 72 dernières heures, donc dans la période du 19 au 21 juin dernier. Nous avons enregistré un cumul pluviométrique sur le district d'Abidjan de l'ordre de 300 mm de pluie. Il faut savoir que le seuil d'alerte est atteint à partir de 50 mm de pluie sur une période de 12 heures. Donc, 6 fois plus. Exactement. Ce qui explique donc tous les désagréments et les situations catastrophiques que nous avons pu enregistrer. Sur les relevés que nous avons faits, la commune de Bingerville est celle qui a enregistré le plus fort taux de précipitation, d'où les conséquences néfastes qu'on a pu relever. Il faut noter que nous avons une hausse sur le mois de juin qui correspond au pic de la grande saison des pluies, une hausse de plus de 14% du niveau de précipitation par rapport à ce qui a été observé en 2021. Donc sur la période 1990-2020, évidemment, il y a eu quelques années exceptionnelles avec des précipitations très abondantes, mais sur les dernières années, nous n'avons pas eu de niveau semblable de précipitation. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'attendre encore, pendant cette saison des pluies, à des pluies encore plus fortes ou bien proportionnelles à celles des derniers jours? Eh bien, nous l'avons indiqué dans le bulletin que nous avions émis en amont de la saison des pluies, donc au mois de février, dans les tendances, que nous aurions un excédent pluviométrique durant la grande saison des pluies. Et jusqu'à jeudi, nous devons nous attendre à des précipitations, après quoi nous observerons une relative accalmie jusqu'au week-end. Des précipitations toujours aussi fortes? De modérées à fortes. Quels sont les derniers conseils d'usage que vous donneriez aux téléspectateurs aujourd'hui? Eh bien, je rappellerai simplement les conseils d'usage donnés par le gouvernement, à savoir quitter les zones à risque, éviter d'encombrer les ouvrages de drainage des eaux de pluie, éviter de construire sur les ouvrages de drainage des eaux de pluie, éviter également de se servir des caniveaux comme des poubelles, afin de permettre à l'eau de s'évacuer. Voilà le point de la pluviométrie et les prévisions de la Sodexam. Un excédent pluviométrique est encore attendu pour les prochaines heures. Il faut rester vigilant. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est à Rabat au Maroc en sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Il prend part à la 28e Assemblée régionale Afrique de l'institution parlementaire. Les travaux se tiendront dans la capitale marocaine et préparent l'Assemblée générale de l'institution parlementaire francophone prévue les jours à venir à Kigali, au Rwanda. Le développement de Moussa Konaté. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, est le nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Il succède à Feu Amadou Soumaoro à ce poste, décédé le 7 mai dernier. Présent à Rabat au Maroc, le président Adama Bictogo va donc présider les travaux de la 28e session régionale Afrique de l'APF. Nous sommes venus pour donc organiser la grande assemblée de Kigali qui devra donc consacrer la nouvelle présidence ou alors, en fonction des négociations, nous verrons ce qui sera décidé à Kigali. Mais je voudrais, avant d'engager tout propos, rendre hommage et avoir un devoir de mémoire vis-à-vis du président Amadou Soumaoro, dont je termine le mandat. Je voudrais donc saluer sa mémoire. Et nous sommes là, comme vous voyez, dans une nouvelle dynamique. Vous voyez que tous ceux qui m'accompagnent sont issus de toutes les sensibilités politiques de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là au nom de la Côte d'Ivoire et c'est une belle représentativité. Donc nous sommes venus pour porter haut le drapeau ivoire.
La 28e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tiendra du 23 au 24 juin. Plusieurs délégations d'États francophones sont attendues. Voilà, l'actualité parlementaire ivoirienne enregistre également une séance plénière au Sénat. Des travaux centrés sur l'adoption d'un calendrier de travail qui court jusqu'à la fin du mois de septembre. Il s'agira en somme de débattre sur l'orientation budgétaire, suivant le point de Kader Sogodogo depuis Yamoussoukro. Les sénateurs sont en séance plénière pour l'approbation de la proposition de l'ordre du jour des travaux parlementaires pour la période partant du 17 juin au 30 septembre 2022. Le débat d'orientation budgétaire, des séances d'information et des votes de projets de loi y figurent en bonne place. 15 projets de loi qui sont inscrits à l'ordre du jour. Nous avons des particularités, il s'agit de débats d'orientation budgétaire. Et donc ces débats vont certainement permettre aux sénateurs de suivre véritablement le budget et les autres projets, parce qu'il s'agit du budget de l'État. Nous avons également des séances d'information sur le foncier rural, sur le foncier urbain. Vous savez ce qui se passe, ce sont des questions d'actualité. Et également, nous avons des projets de loi sur les cybercafés, la criminalité, surtout la drogue. Vous voyez, tous ces projets de loi sont importants et les sénateurs ont besoin d'informations véritables pour pouvoir débattre avec les représentants du président de la République. Le nouveau calendrier de travail parlementaire a été adopté à l'unanimité par les sénateurs présents. Et Yamoussoukro recevra le mois prochain des jeunes ivoiriens pour une formation civique dans le cadre du service national jeune et du volontariat national. C'est un programme lancé hier à Abidjan par le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique. L'objectif, c'est de développer la culture de l'engagement et de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Des précisions avec Michel Mambo. Plus de 800 organisations de jeunes et fêtières présentes à ce grand rendez-vous de la jeunesse. Le lancement du service national jeune et du programme de volontariat national. Deux programmes essentiels mis sur pied par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, des dispositifs qui visent la responsabilisation des jeunes et leur insertion socio-professionnelle à travers donc le service civique. Un élève doit avoir un parcours au civisme, 2 semaines dans les centres de service civique avec un minimum d'encadrement à la discipline, lui apprendre le respect, une valeur essentielle, et même après ces 2 semaines, les mettre dans un programme donc, de bénévolat, d'action communautaire. Ça va s'adresser donc aux enfants qui ont 14 ans jusqu'à l'âge donc des 17 ans. Et ensuite, on aura donc le service national jeune, donc qui, dans son deuxième volet, donc la phase pilote, c'est l'INPR de Yamoussoukro, qui nous permettra d'accueillir dès le mois de juillet 500 jeunes. Mais c'est l'ensemble des jeunes, c'est l'ensemble du territoire national, et cela en lien avec les collectivités territoriales, puisque nous allons travailler avec les communes, avec les régions, qui souvent sont confrontés à des difficultés avec certains jeunes dans certains quartiers. L'idée, c'est de regrouper ces jeunes-là chaque année sur un site avec un minimum d'encadrement militaire, de formation à la discipline, mais surtout l'initiation à un certain nombre de métiers, en plus dans des actions communautaires qui seront menées. Autre volet de ce dispositif, le volontariat et le bénévolat. Et le contexte l'exige. Aujourd'hui, nous avons encore des éboulements ici à Abidjan, avec ces pluies. Nous devons être solidaires. La Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara devra commencer à prendre son sens aussi à travers donc, ce dispositif. Et la cible semble bien motivée. Je veux prendre devant vous aujourd'hui l'engagement que les jeunes réunis dans cette salle, qui représentent les organisations de jeunesse, seront les porte-voix de cette vision pour que vive une Côte d'Ivoire plus juste, plus prospère, plus unie et plus solidaire. Service national jeune, l'opération lancée. Pour y participer, il faudra s'inscrire en ligne.
Voilà l'hymne national de la Côte d'Ivoire chanté par cette belle assemblée. La formation des jeunes en Côte d'Ivoire a plusieurs volets. Les écoles confessionnelles islamiques sont en pleine phase d'examen de fin d'année. 14 492 candidats affrontent depuis hier mardi les épreuves du baccalauréat, du BEPC et du CEPE. Suivant dans ce reportage de Pargassoro connaît le constat du déroulement des épreuves écrites des examens nationaux islamiques. On regarde. Commune d'Abobo. École confessionnelle islamique Sabil Ouda, Sabil Fala et Yate Ngessa. Dans les salles de classe, ces candidats du baccalauréat, du BEPC, brevet d'études du premier cycle et du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires des écoles confessionnelles islamiques sont en pleine composition. Pour ce premier jour, le commentaire, la traduction et la science du Saint-Courant sont les matières auxquelles ils sont soumis. Actuellement, on n'a pas de difficultés d'abord. Voilà, comme nous avons 20 matières à composer. Actuellement, nous sommes sur le 3e. Donc seulement, alhamdoulilah, on remercie le Dieu. Des centres d'examen visités par les responsables de la direction exécutive nationale de la plateforme des structures islamiques d'éducation PSI. On a visité les centres des examens et nous avons donné quand même beaucoup de conseils à nos enfants, à nos élèves. On leur a demandé de ne jamais tricher parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un tricheur et l'islam n'a pas besoin aussi d'un tricheur. L'État a fait sa part. Ce qui nous revient de droit maintenant, c'est d'être en conformité avec la recommandation de notre État. Ces examens islamiques ont bénéficié du soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, mais aussi du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous avons visité plusieurs centres, nous avons vu que les choses se passent très bien, que les examinateurs sont en place, les élèves sont en place. Ils ont environ 14 000 candidats et les choses se passent dans de très bonnes conditions. Et nous voulons féliciter donc la plateforme qui a pris cette initiative d'organiser ces 3 examens. Au total, 14 492 candidats, dont 11 236 du CEPE, 2073 du BEPC et 1180 du baccalauréat répartis dans 108 centres prennent part à ces examens nationaux islamiques. Les résultats seront connus le 9 juillet prochain. Bonne chance à ces candidats. Des Ivoiriens de confession musulmane accomplissent le 5e pilier de l'islam. Après 2 années de suspension pour raison de crise sanitaire, la Côte d'Ivoire a pu faire enregistrer des pèlerins pour le Hajj 2022. Et depuis vendredi dernier, les vols en partance pour l'Arabie Saoudite se succèdent. Une de nos équipes de reportage a pris place à bord de l'un de ces vols. Elle nous fait vivre l'ambiance du voyage des fidèles musulmans dans la ville de Médine. Mahama Traoré et Abdulaziz Ganiyou. C'est aux environs de 3h30 du matin ce mercredi que le 4e vol charter transportant les candidats ivoiriens au pèlerinage musulman appelé Hajj a décollé d'Abidjan. À bord, 307 fidèles. Pour la plupart, ils effectuent leur premier voyage en terre sainte d'Arabie Saoudite, un moment rêvé. Dieu nous a donné les moyens et il nous a permis aussi de pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment une joie qui nous anime. Si nous avons été choisis parmi des milliers et des milliards de personnes pour pouvoir aller pratiquer vraiment ce Hajj-là cette année, je pense que c'est une grande joie, c'est un privilège pour nous. Ce soulagement estompe 2 années d'impatience pour cause de crise sanitaire mondiale. Enfin, ces candidats au Hajj iront découvrir les lieux saints dont ils ont tant entendu parler. Nous nous empressons pour aller répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis Médine à la Mecque jusqu'à Arafat. Et on prie Dieu que tous les pèlerins ivoiriens soient en bonne santé là-bas. Le site que je rêve de voir, c'est Arafat. Parce que Arafat, c'est un seul jour. La bénédiction qui est là-bas, ce qu'on nous a dit, c'est tellement immense. Vraiment, j'ai envie de profiter de ça. Donc si j'ai un message à transmettre aux pèlerins, c'est de leur dire d'être beaucoup patient et endurant et d'être beaucoup discipliné. Pour mieux vivre la ferveur spirituelle du Hajj, un bon état physique s'impose aux serviteurs. Alors les encadreurs sanitaires affectés à chaque vol de futurs pèlerins procèdent à des contrôles de routine. Ok, c'est bon. Voilà, elle a 12-7. Voilà, donc la tension est bonne. Actuellement, c'est le vol. Il se repose. Voilà, mais si un passager appelle pour un mal ou bien pour des symptômes, on vient, on le voit et puis on le prend en charge.
Après 6h30 de trajet, l'avion se pose à l'aéroport international de Médine, deuxième ville sainte de l'islam, là où repose le prophète Mohammed et plusieurs de ses compagnons. Non loin de la principale mosquée bâtie par le messager de l'islam se trouve l'hôtel où est hébergé le contingent ivoirien. Chaque délégation qui arrive est accueillie avec enthousiasme, normal car le Saint-Coran qualifie chaque candidat au Hajj d'invité d'Allah. On est à plus de 1572 pèlerins qui sont déjà arrivés ici à Médine. Nous avons des commissions techniques, la commission restauration, la commission hébergement, la commission religieuse, la commission transport, la commission communication. Donc chacune de ces commissions joue son rôle pour faire en sorte que le séjour du pèlerin soit le plus agréable possible. Au lieu de 8 jours, comme lors des précédentes éditions, le séjour cultuel à Médine ne durera que 3 jours cette année. Mesures de restriction face à la Covid-19 obligent. Ensuite, les futurs pèlerins sont acheminés vers la ville sainte de la Mecque, cette fois pour véritablement accomplir les rites liés au Hajj. Voilà un parcours du pèlerin à la Mecque que nous ferons vivre Mahama Traoré et Abdoulaziz Ganiyou. Passons à présent au point Covid de cette journée. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle annonce 37 nouveaux cas de Covid-19 pour ce mercredi 22 juin. 22 nouvelles guérisons et 2 cas de décès sont à déplorer. On enregistre à ce jour au moins 14 768 315 doses de vaccins anti-Covid administrées dans tout le pays. Et pour accroître la couverture vaccinale contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire enregistre le soutien de la Banque asiatique d'investissement. L'institution financière met à disposition du gouvernement ivoirien une enveloppe de 50 milliards de francs CFA. Des précisions avec Frédéric Oulaï et Jean-Marc Odjadji. C'est une nouvelle ère de coopération qui s'ouvre entre le gouvernement et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Cette institution financière asiatique vient d'octroyer une aide de 100 millions de dollars US, soit environ 50 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Il s'agit de renforcer les systèmes de vaccination contre la Covid-19 et lutter contre les maladies infectieuses à potentiel épidémique. La Côte d'Ivoire a établi un but très agressif de vaccination, c'est-à-dire d'atteindre 70% de vaccination de la population, afin de pouvoir permettre le pays à se remettre et à atteindre un niveau de croissance qui permettra au pays de se remettre. Atteindre une couverture vaccinale de 70% sur l'ensemble du territoire, objectif fixé par les bailleurs et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le ministre Pierre Demba s'est réjoui de ce partenariat de développement multilatéral. Ce projet va nous aider à renforcer notre système sanitaire pour qu'il soit plus robuste et préparer donc, notre pays à faire face aux épidémies éventuelles et à renforcer notre système de santé. Et également donc, intervenir dans les autres secteurs qui prennent en compte aussi bien le renforcement donc, du diagnostic, du système d'alimentation en oxygène dans nos hôpitaux, mais plus globalement l'amélioration du système de santé. Ce financement vient soutenir les initiatives d'aide au développement de la Banque mondiale et renforcer les offres en matière d'infrastructures sanitaires de qualité au bénéfice des Ivoiriens. Ce financement de la Banque asiatique d'investissement constitue le premier investissement de cette institution en Côte d'Ivoire. Dans la ville de Korogo, les fêtes des mères et des pères sont célébrées conjointement. Un honneur à ceux qui entretiennent la vie. C'est l'initiative du député de Korogo commune, Lassina Ouattara. À la place de la République de Korogo, il a offert plus de 15 000 présents à ses populations. À Mississauga. La deuxième édition de la célébration des mères à Korogo a eu pour cadre la place de l'indépendance. Sous le haut parrainage de la première dame Dominique Ouattara, l'édition 2022 a été couplée avec la célébration de la fête des pères.
histoire de promouvoir l'épanouissement des femmes et des hommes pour construire un meilleur monde pour tous. Une initiative du député de Korogo Commune, Lassina Ouattara, par ailleurs conseiller technique du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est la première fois que ça se passe à Korogo. On n'a jamais vu ça. Nous, les Korogois, sont contents. Je voudrais dire au chef de l'État et à son épouse de penser toujours à faire cette fête-là chaque année, dans toute la Côte d'Ivoire. Aux côtés de l'honorable Lassina Ouattara, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, et Nadine Sangaré, représentant la première dame Dominique Ouattara, pour magnifier les mères et pères avec plus de 15 000 présents en vivre et non vivre offerts par l'épouse du chef de l'État, Alassane Ouattara. Une occasion pour Nadine Sangaré de féliciter les braves femmes de la région du Poro classées en tête de liste du taux de remboursement du FAPSI à hauteur de 99,97%. Madame Dominique Ouattara, merci de vous encourager, qu'elle est très fière de vous et elle est disponible pour vous. C'est l'occasion de célébrer les parents, les papas et les mamans pour leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils font pour nous, tous les jours, toute l'année, à tout moment, pour le bon accompagnement de l'enfant. Remerciements à l'ensemble de la population. Mes remerciements vont également au fils de la première dame, M. Ouattara Lassina, mon cher frère, l'ASPR. Les remerciements les plus appuyés vont à l'endroit de la première dame. Je voudrais ici, au nom des femmes de Korogo, au nom des populations de Korogo, dire merci à la première dame. Merci pour son amour pour son prochain. Merci pour son amour pour les Ivoiriens. Pour rendre plus agréable cette double cérémonie de la fête des mères et pères, le public a eu droit à un défilé de plusieurs associations féminines et prestations artistiques. Voilà une fête des mères et des pères à Korogo soutenue considérablement par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. En Corée du Sud, Eugène Alou Wanyu Biti est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire près de la République de Corée du Sud. Il présentait en avril dernier ses lettres de créance au palais de la présidence de Séoul. Ce diplomate ivoirien a été nommé par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Les images de sa présentation sont commentées par Laure Goretti et Franck Quadio. Eugène Alou Wanyu Biti, c'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, nommé par le président de la République Alassane Ouattara après la République de Corée du Sud. Il a présenté ses lettres de créance au palais de la présidence de Séoul en Corée du Sud au président sud-coréen Moon Jae-in, qui, notons-le, n'est plus au pouvoir depuis le 10 mai 2022 à l'issue des dernières élections présidentielles. Outre l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, ceux d'autres pays, entre autres l'Algérie, l'Indonésie, le Canada, l'Égypte, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Ukraine, le Sénégal et le Pakistan ont également présenté leurs lettres de créance le même jour. La Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques fortes avec la Corée du Sud depuis 1961. Leur coopération s'étend au domaine sportif, économique et législatif. Une mission de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est attendue à Séoul pour discuter de questions d'intérêt commun dans les jours à venir. La diaspora ivoirienne contribue au rayonnement du pays dans l'Hexagone. Une Ivoirienne d'origine entre au Palais Bourbon en France. Rachel Keke est élue de la 7e circonscription du département de Val-de-Marne. Elle a fait ses premiers pas de députée à l'Assemblée nationale française. L'histoire de cette femme de ménage élue députée par Jean-Marc Djadji. C'est très ému que l'ivoiro-française Rachel Keke essaie son écharpe de nouvelle élue de la nation. Elle est la première femme de ménage élue députée en France. Cette modeste femme de 48 ans et mère de 5 enfants aura la lourde tâche de représenter le parti de gauche français, la France Insoumise, et la coalition de gauche NUPES au Palais Bourbon. N'oubliez pas que c'est le peuple qui nous a envoyé à l'Assemblée nationale parce que c'est eux qui votent pour nous. Donc ils ont eu confiance en nous. Ils savent qu'il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir décider des lois concrètes, pour pouvoir écouter. Parce que quand on fait du porte-à-porte pendant la campagne, on a attendu
les gens pleuraient. On a entendu la misère des gens, la souffrance des gens. C'est pour ça que je dis ici, il faut qu'on mette la politique de côté. Ici, c'est là où le peuple s'exprime. Rachel Keke, nouvelle députée de la 7e circonscription du Val-de-Marne, a battu au second tour l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu, de 200 voix. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1.